Dans cette vidéo, nous vous proposons un corrigé d'une synthèse de type bac sur le thème génétique et évolution. Plus précisément, le sujet s'intitule « Des mécanismes à l'origine de la diversité génétique des individus » et on vous demande de présenter, notamment avec un document qui vous est fourni et imposé, les mécanismes qui contribuent à la diversité génétique de la descendance. Alors, à la lecture du sujet, la diversité génétique, je vous rappelle qu'il s'agit de la diversité des génotypes, le génotype étant l'ensemble des allèles d'un individu. Et comme on nous parle de descendance, il va falloir se concentrer sur ce que vous avez appris concernant la reproduction sexuée. Cette reproduction sexuée, elle s'appuie sur deux mécanismes fondamentaux qui sont la méiose, qui permet de produire des gamètes haploïdes chez les animaux, et la fécondation, qui permet de réunir des gamètes haploïdes et de reformer un génome diploïde. Alors, dans ce sujet de synthèse, je vous rappelle qu'il faut vous appuyer sur des arguments concrets. Vous devez présenter une argumentation qui doit convaincre le lecteur. Et ici, donc, il s'agit de présenter des mécanismes génétiques. Le document qui vous est fourni sera utilisé dans la première partie ici, qui traitera de la méiose. Ce document présente des chromosomes en cours de méiose. Ce sont des chromosomes qu'on a extraits de testicules de criquets migrateurs. Alors, je vous propose un plan de la méiose et des brassages génétiques qui permettent de produire des gamètes avec une grande diversité génétique. Et puis ensuite, dans une deuxième partie, donc le plan est très classique, nous parlerons de la fécondation qui permet de réunir des génomes haploïdes. Je vous rappelle qu'en classe, vous avez travaillé deux méthodes qui permettent d'approcher la transmission des allèles. Ces méthodes, ce sont des méthodes quantitatives. On va compter les individus issus de croisements. Donc on va répéter des croisements de nombreuses fois. Ça se fait sur du matériel de laboratoire, animal ou végétal, par exemple chez les souris ou chez les drosophiles, et en comptant les résultats obtenus dans la descendance. Dans ce cas-là, donc sur ce matériel de laboratoire, on peut réaliser de très nombreux croisements et donc faire une analyse statistique des résultats. Et puis vous avez aussi travaillé sur une analyse qui peut être généalogique. Là, on travaille dans l'espèce humaine et on étudie des arbres généalogiques ou la transmission d'allèles, notamment liés à des maladies génétiques, dans des familles. On va essayer d'utiliser ces deux types d'arguments. N'oubliez pas qu'il vous faut du concret, donc faites appel à ce que vous avez vu en travaux pratiques, en documents, en cours et tout ce qui peut apporter des idées concrètes qui vont illustrer votre argumentation. Alors, on va passer à la première partie, la méiose et les brassages génétiques qui sont à l'origine de la diversité génétique des gamètes. Vous avez vu qu'en méiose, une cellule diploïde va donner, grâce à deux divisions successives, 4 gamètes haploïdes. Il existe au cours de la méiose deux types de brassage génétique, c'est-à-dire de mélange des allèles. Le premier brassage allélique qui a lieu en méiose, c'est le brassage intrachromosomique. Ce brassage intrachromosomique est représenté sur l'image de microscopie qui vous est fournie et qu'on vous demande d'analyser. Il a lieu en prophase 1. Cette méiose, en prophase 1, elle permet aux chromosomes homologues de s'apparier, c'est-à-dire d'être en quelque sorte entrelacés. L'image qui est présentée en microscopie, je l'ai schématisée ici. Au cours de la prophase 1, les chromosomes homologues, c'est-à-dire porteurs des mêmes gènes, présentent de nombreux points de croisement qu'on appelle des chiasmas. J'en ai représenté un ici. Et ces points de chiasma peuvent devenir des points d'échange de portions de chromatides entre chromosomes homologues. Ici, par exemple, j'ai représenté une paire de chromosomes qui portent deux gènes, le gène A et le gène B. Et vous voyez que cette cellule est hétérozygote pour les deux gènes, c'est-à-dire qu'elle présente pour le gène A deux versions différentes, petit a et grand A, et pour le gène B également. Du fait de ce point de croisement, il peut y avoir un échange de portions de chromatides. Ici, un petit morceau vert va être échangé avec un petit morceau orange. La conséquence de cet échange, c'est qu'on va créer des chromosomes qui ne porteront plus les mêmes combinaisons alléliques. Et c'est là qu'on parle de brassage, c'est-à-dire de mélange des allèles. Alors, il y a plusieurs possibilités à l'issue de la méiose. Bien entendu, si vous avez le temps et l'occasion sur votre copie, vous pouvez représenter en détail ce crossing over, c'est-à-dire l'échange des portions de chromosomes. Moi, ici, j'ai juste représenté la conséquence en fin de méiose, lorsque les deux divisions méiotiques ont eu lieu. On obtient ici 4 types de gamètes, certains qui ont des combinaisons alléliques identiques aux combinaisons de départ, c'est-à-dire ici j'ai du tout vert avec petit a, petit b, ou bien encore ici du tout orange avec grand A et grand B. On forme des gamètes qui sont, dans les combinaisons qu'ils portent, identiques à la cellule de départ avant crossing over, on appelle ça des gamètes parentaux.
Ces gamètes parentaux vont être les plus nombreux, les plus fréquents. Et puis, s'il y a eu échange ici au niveau du chiasma de portions d'ADN, on se retrouve avec, à la fin de la méiose, des gamètes qu'on appelle recombinés, c'est-à-dire porteurs de combinaisons alléliques nouvelles. Et ces gamètes recombinés ont beau être les moins fréquents, du fait que ces crossing over et ces chiasmas sont relativement rares à un endroit donné du génome, eh bien même s'ils sont moins fréquents, ils existent et donc il y a une diversité des gamètes produites par ce brassage intrachromosomique. Autrement dit, la prophase 1 déclenche un échange possible d'allèles entre chromosomes homologues et est ainsi une source de diversité des gamètes produits par une cellule qui était à la base diploïde et qui fournit donc 4 gamètes haploïdes. À ce brassage intrachromosomique s'ajoute un brassage qu'on appelle interchromosomique, qui lui va correspondre au mécanisme de séparation aléatoire de chaque paire de chromosomes en anaphase 1. Vous savez que lors de la méiose 1, les chromosomes homologues d'abord forment des paires en prophase 1, puis s'alignent à l'équateur au moment de la métaphase 1. La façon dont ils se placent à l'équateur en métaphase 1 préfigure la séparation de chaque paire d'homologues en anaphase 1. Et comme chaque paire va se séparer de façon indépendante des autres paires, eh bien, il y a plusieurs répartitions possibles des chromosomes à l'issue de la méiose 1. Alors, j'ai représenté ici une cellule en cours de méiose 1 et j'ai représenté cette fois-ci 2 paires de chromosomes. Chacune de ces paires porte un gène. La paire de petits chromosomes porte le gène C et la paire de grands chromosomes porte le gène D. Je suis donc sur une cellule où j'ai représenté 2 paires, 2n égale 4, et les 2 gènes que j'ai illustrés se situent sur 2 paires différentes. On dit qu'ils sont indépendants. Vous notez la différence entre cette cellule, qui va me permettre d'illustrer la notion de brassage interchromosomique, et celle que j'avais représentée dans la première partie ici, pour illustrer le brassage intrachromosomique. Ici, je m'étais contentée de 2 chromosomes homologues, 2n égale 2, et j'avais représenté des gènes liés. Les gènes A et B sont sur la même paire de chromosomes, on dit qu'ils sont liés. Une paire de chromosomes suffit à représenter le brassage intrachromosomique, alors que lorsque vous allez illustrer le brassage interchromosomique sur votre copie, il faut bien 2 paires de chromosomes minimum. Alors, ce brassage interchromosomique consiste à dire que lorsque je vais séparer les chromosomes de la petite paire et les chromosomes de la grande paire, eh bien, chaque paire va se séparer aléatoirement de l'autre. Autrement dit, la paire ici, est par exemple le chromosome vert qui porte l'allèle petit c, ce chromosome va pouvoir migrer vers un pôle avec l'autre chromosome vert ou bien avec le chromosome orange de l'autre paire. Il y a donc plusieurs possibilités dans les réunions de chromosomes et donc d'allèles à l'issue de l'anaphase 1 et donc, in fine, à l'issue de la méiose. Ces différentes possibilités, je les ai données ici. Donc là encore, j'ai sauté toutes les étapes de la méiose pour ne donner que les gamètes et leur contenu allélique. Je peux obtenir ici un gamète qui va porter les allèles petit c et petit d. En fait, j'en obtiendrai 2 si je finis cette méiose-là. Et du coup, un gamète qui porte grand C et grand D. Ces gamètes-là correspondent à la première possibilité de répartition, c'est-à-dire une répartition où les 2 chromosomes verts auraient migré vers un pôle et les 2 chromosomes oranges vers l'autre pôle. Mais on peut avoir une autre répartition, qui est représentée sur la ligne d'en dessous, où un chromosome orange migrerait avec un chromosome vert, et ça donc pour chaque paire. Et j'obtiendrai donc un gamète qui porte grand C et petit d, et ici un autre gamète, son complémentaire, qui porterait petit c et grand d. Cette diversité des répartitions et cette répartition aléatoire des chromosomes permet donc un brassage, c'est-à-dire un mélange des allèles, et l'obtention ici de 4 types de gamètes, cette fois-ci équiprobable, puisque chaque paire a autant de chances de se séparer dans un sens que dans l'autre. Au final, nous avons donc, au moment de la méiose, puisqu'on part d'une cellule diploïde et qu'on va séparer les paires de chromosomes, nous avons par les 2 types de brassage qu'on a étudiés, dont un qui est illustré par le document, des possibilités assez importantes de brassage allélique. Dans les 2 exemples que nous avons illustrés, que vous pouvez représenter sur vos copies, on ne parlait que de 2 gènes. Mais si on représente l'ensemble des gènes d'une espèce, le nombre de possibilités augmente énormément. Et donc la méiose est la principale source de diversité des gamètes et donc la principale source de diversité de la descendance, comme on vous demandait de le démontrer. N'oubliez pas de vous baser sur des arguments concrets, je l'ai remis ici, le document
est un argument concret. Et puis vous pouvez parler aussi de ce que vous avez réalisé en travaux pratiques, très certainement du comptage de descendance, notamment pour illustrer l'un des deux brassages ou les deux. Vous avez peut-être compté sur des photographies ou sur des plaques des drosophiles à l'échelle donc du phénotype pour essayer de comprendre ce qui s'est passé au niveau des gamètes de leurs parents ou de leurs grands-parents. Dans une deuxième partie, on peut aborder, ce sera beaucoup plus court, ce qui se passe au moment de la fécondation. On a vu que la méiose permet de former des gamètes haploïdes très divers. Eh bien, au moment de la fécondation, on va réunir deux gamètes. Or, d'une part, la diversité des gamètes grâce à la méiose est très importante. D'autre part, la fécondation, théoriquement, réunit aléatoirement deux gamètes, un gamète paternel et un gamète maternel, d'origine différente, et donc porteurs chacun d'un génome haploïde différent. Donc, si on prend au hasard un gamète paternel et au hasard un gamète maternel, on va obtenir un zygote, une cellule œuf, qui va être génétiquement originale. Ça veut dire que la combinaison d'allèles qu'on va trouver dans un premier zygote sera forcément statistiquement différente de la combinaison d'allèles qu'on trouvera dans un autre zygote, même si ce zygote est issu de gamètes des mêmes parents. Dit plus simplement, ça explique que vous soyez différents de vos éventuels frères et sœurs, même si vous partagez les mêmes parents. Pour chaque gène, on va donc récupérer une paire d'allèles, ou pour l'ensemble du génome, par fécondation, on va reformer des paires d'allèles. En effet, chaque gamète est haploïde, mais la fusion de deux gamètes haploïdes va reconstituer un génome diploïde. Ces paires d'allèles vont pouvoir soit être identiques, si le père et la mère fournissent aux descendants le même allèle. Dans ce cas-là, on dira que pour ce gène donné, on aura un état homozygote, soit le père et la mère fournissent des allèles différents, et alors on aura une personne qui sera hétérozygote, on parle d'hétérozygotie, pour le gène donné. Ça, vous pouvez l'expliquer à partir d'arbres généalogiques, ça vous donne à nouveau un argument concret, d'arbres généalogiques et par exemple de transmission d'allèles liés à des maladies génétiques, comme vous en avez certainement étudié en classe. Lorsque, pour une maladie génétique, le père et la mère donnent des allèles différents, alors on obtient un enfant qui va être hétérozygote, alors que si les deux parents sont porteurs par exemple de l'allèle malade et le fournissent à leur descendance, alors le bébé formé sera homozygote, portera deux fois l'allèle malade et pourra lui-même présenter cette maladie. Au final, donc, on vous demandait de présenter des mécanismes génétiques à l'origine de la diversité de la descendance. La méiose, en premier lieu, mais aussi la fécondation, permettent la diversité de la descendance grâce à la production de gamètes dans lesquels les allèles sont mélangés, on parle de brassage allélique méiotique, et ensuite grâce à la réunion de gamètes, la fusion de gamètes originaux au cours de la fécondation. Enfin, si vous souhaitez proposer une ouverture à la fin de votre conclusion, vous pouvez parler des accidents méiotiques qui vont, par exemple, par crossing over inégal, créer de la diversité encore, on est sur de la diversité des gamètes, mais qui peut aboutir soit à des anomalies qui seront éventuellement éliminées au cours ensuite des générations successives, soit qui vont aboutir à de la nouveauté avec la création parfois de nouveaux gènes par duplication génique au moment de ces anomalies méiotiques.